Bonjour à tous et bienvenue au DIH Talks. Je suis Santiago Uribe Díaz. Je suis Digital Transformation Advisor chez Lux Innovation et je vais modérer la session d'aujourd'hui. Alors, pour ceux parmi vous qui sont nouveaux dans ces webinars, il y a une fenêtre de discussion où vous pouvez mettre vos commentaires tout au long de la session, c'est comme un chat. Et il y a aussi une fenêtre questions où je vous conseille de mettre toutes les questions que vous voulez pendant la session. Et à la fin, nous aurons une partie de questions-réponses où notre intervenant va répondre à toutes vos questions. Et comme ça, on aura une session très dynamique. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est General Cybersecurity Awareness. Donc, il s'agit d'une sensibilisation de la cybersécurité. Alors, c'est une thématique très importante pour les industries parce que malheureusement, aujourd'hui, le secteur manufacturier est devenu les cibles les plus importantes des cybercriminels. Donc, il est très important de connaître les bonnes pratiques et rester protégé face à des attaques parce que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est aussi un secteur qui évolue très rapidement. Donc, malheureusement, il y a aussi de l'innovation dans la cybercriminalité. Et donc, les criminels pensent toujours à de nouvelles méthodes tout le temps pour vous attaquer. Et avec l'intelligence artificielle, imaginez-vous, c'est encore plus avancé. Donc, très important de connaître les bons réflexes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, je me permets de vous présenter les services de Digital Innovation Hub. Alors, nos services sont 100% financés par l'Union européenne et le Luxembourg, donc très avantageux pour vous. Hein? Il n'y a pas de factures ni de marges administratives. Donc, je vous explique un petit peu ce qu'on offre. On a les diagnostics. Alors, les diagnostics, vous pouvez les compléter en ligne ou faire des réunions dans vos usines avec nous. Il s'agit de répondre à des questions qui vous permettent de connaître votre niveau de digitalisation. Et comme ça, vous aurez des pistes et les informations pour savoir quels sont les meilleurs projets de digitalisation pour vous. Est-ce qu'il faut vous orienter vers la cybersécurité, peut-être vers l'achat d'un système ERP? Donc, une très bonne opportunité pour découvrir ce que vous pouvez faire. On travaille aussi dans la cybersécurité, comme vous pouvez voir aujourd'hui. On fait des sessions comme celle-là, dans laquelle on parle de cette thématique. Et on travaille aussi avec la Luxembourg House of Cybersecurity. Eux, ils ont des initiatives très intéressantes dans cette thématique. Et il y a par exemple la Room 42. Alors, si vous allez dans le bureau de la Luxembourg House of Cybersecurity, il y a une chambre dans laquelle vous pouvez simuler une cyberattaque avec votre entreprise. Donc, c'est une excellente opportunité pour vous entraîner et pour savoir qu'est-ce que vous devriez faire dans la vraie vie si cela vous arrive. Et on a aussi une partie de compétences et formation. Ici, on travaille beaucoup avec l'Université de Luxembourg. Vous pouvez voir avec eux quels sont les sujets les plus pertinents de formation pour vos sociétés et faire ensemble un roadmap de formation qui pourra vous aider à mieux former vos collaborateurs. On a une partie de ces technologiques. Ici, on travaille avec les LIST, le Luxembourg Institute of Science and Technology. Donc, si vous avez en tête l'idée d'acheter une nouvelle technologie pour votre entreprise, on sait que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, les listes vous donnent la possibilité de faire ensemble un essai technologique et de tester dans ces locaux cette technologie avec des données de votre entreprise. Donc, comme ça, vous aurez une vraie vision si l'outil est pertinent pour vous ou pas et s'il vaut la peine d'investir de l'argent dans l'outil. Et finalement, on fait aussi des sessions de sensibilisation au financement. Donc, c'est pareil à ce que nous faisons aujourd'hui, mais ce sont des webinaires orientés dans la thématique de quelles sont les aides du Luxembourg pour les entreprises. Donc, voilà, ça c'est une présentation de nos services. Alors, maintenant, on est en train de faire un sondage avec les participants de ces webinars pour savoir quelle est la langue de préférence. Est-ce que vous préférez
de suivre les webinars en France dans 2 sessions, donc français et une deuxième session en allemand, ou seulement dans une session en anglais. Et votre avis nous aide beaucoup pour voir ce qu'on va faire dans l'avenir. Donc, je vous invite tout simplement à répondre à ce sondage en scannant les QR codes que vous voyez à l'écran. Et c'est seulement une question, hein? C'est seulement dire français, allemand ou anglais. Donc, je laisse ça 5 secondes, le temps que vous le scannez, et après, on passe au sujet. OK. Et maintenant, je vous présente notre intervenant d'aujourd'hui. Bienvenue, Benjamin Joly. Donc, Benjamin Joly est Cyber Security Advisor chez la Luxembourg House of Cyber Security. Donc, il va partager avec vous toutes ses connaissances et toutes ses expériences en matière de cybersécurité. Bienvenue, Benjamin. Et merci beaucoup. C'est très gentil pour cette présentation de qualité. Avec plaisir. Bien, merci à vous de participer. Et donc, moi, je vais tout de suite enchaîner un peu par le sujet qui nous intéresse tous, même si avant, je vais me permettre de présenter un peu la LHC à proprement parler, donc la Luxembourg House of Cyber Security, qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, de façon très très globale. Et vous voyez un petit schéma là qui vous explique grosso modo qui on est et ce qu'on fait. La Luxembourg House of Cyber Security, on est mandaté par le ministère de l'économie pour donner au sein du Luxembourg, pour promulguer au sein du Luxembourg la sécurité de l'information. Donc, toute notre idée, ou la cybersécurité. Alors, vous allez m'entendre très souvent, et je me permets de faire ce petit aparté, vous allez m'entendre très souvent dire cybersécurité ou sécurité de l'information. Sachez que c'est vraiment le même domaine, d'accord? Ça englobe le même domaine, c'est juste que l'un est un terme beaucoup plus journalistique, tandis que l'autre est le terme que nous, experts, on a tendance à utiliser. Donc, la LHC, la Luxembourg House of Cyber Security, notre idée, c'est donc de promulguer la cybersécurité. Et pour ça, il y a 2 grands départements au sein de la LHC. Vous avez NC3, dont je fais partie. NC3, qui est plus le côté prévention à la cybersécurité, tandis que Circle est en cas d'incident. Donc, une fois que vous avez eu un incident, ça va être eux vers lesquels vous allez vous diriger tout simplement en cas de problème majeur. Et donc, vous pouvez voir après avec quel organisme on est lié. Et globalement, la marque et l'écosystème cybersécurité Luxembourg est un peu au-dessus de nous, même si nous aidons un peu à sa gestion. Donc voilà, c'est un peu juste pour dessiner les plans globaux cybersécurité en termes de Luxembourg. J'espère qu'il n'y a pas de problème de réseau, ça doit être bon. Donc voilà, ça c'est un peu c'est un peu ce que j'ai expliqué au niveau LHC. Alors comme je le disais, nous NC3, on est plus sur le côté prévenir, prévention. Donc, comme vous le voyez, hein, on a plusieurs pôles. On a un côté renforcement de compétences, renforcement de capacités, tout ce qui est recherche, données, innovation, gestion un peu aussi de l'écosystème. Je l'ai mentionné de façon très très succincte. Tout ce qui est également écosystème, industrialisation et enfin gestion, et on se coordonne un peu avec les autres NCC en Europe. Donc, on a une casquette un peu européenne sur ce point en termes de gestion de la cybersécurité. On est en contact avec pas mal d'autres entités. Le but, c'est pas de vous embêter un peu avec tout ça, mais voilà, c'est juste de vous présenter 2 services qu'on rend et je vais pas non plus insister 3 heures dessus, hein. L'idée, c'est simplement que d'un côté, vous avez une évaluation un peu légère de la cybersécurité, ce qui vous permet tout simplement de connaître votre maturité avec 28 questions qui vous seront posées et qui vous donneront à la fin un petit rapport avec des recommandations. Donc voilà, ça, c'est le premier grand service qu'on propose. Typiquement, voilà, c'est un peu un auto-assessment, une évaluation que vous faites vous-même pour déterminer votre maturité et avec des recommandations qui sont bien sûr spécifiques à votre domaine. Et enfin, l'idée du second cadre, le Cybersecurity Value Pack, alors l'évolution légère, j'en ai déjà parlé,
avec des recommandations appropriées. Le Cybersecurity Value Pack, donc, à ce côté une sensibilisation. Donc là, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, mais en beaucoup plus grand et beaucoup plus élevé, hein. Une sensibilisation, généralement, on est plus sur 2-3 heures. Ici, je vais condenser un peu le tout en 1 heure, donc je vais essayer de faire en sorte que vous ayez juste les informations vraiment essentielles. Et de l'autre côté, vous avez également la Room 42, dont on a déjà un tout petit peu parlé. Mais l'idée de la Room 42, c'est donc de simuler une cybercrise pour vous mettre face au stress que vous pouvez ressentir en cas de problème majeur de ce type. Donc voilà. Encore une fois, je ne vais pas insister là-dessus, et ce n'est pas un peu le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Le sujet, le voilà, c'est par rapport à la sécurité de l'information. Comment on protège notre information? Bon, alors ça, je le dis tout le temps, je le fais tout le temps. Quand on pense information, généralement, information, premier objet qu'on va penser, ça va être tout ce qui est téléphone. D'accord? Donc, vous avez tous des téléphones et ils contiennent tous des informations. Vous imaginez un peu les informations qu'il y a dedans et vous vous doutez que si elles sont divulguées, si jamais vous avez des problèmes, si jamais toutes les informations que vous avez dans votre téléphone, vos données bancaires, vos photos que vous avez prises avec peut-être, pourquoi pas, votre carte d'identité qui a été prise également avec, toutes ces informations-là que vous avez et qui sont stockées dans votre téléphone, vous voulez les protéger. C'est pour ça qu'on fait de la sécurité de l'information. Et pour protéger, ben voilà, on a des objets physiques comme ce cadenas par exemple, mais on a également des objets qui vont être virtuels, des logiciels, des suites de logiciels pour nous protéger. Mais ce qui est le plus important et ce qui nous protège le plus, ce sont nos réflexes. C'est ce que nous allons faire ou pas. Pour prendre un exemple très simple, quand on va à la plage, on doit mettre de la crème solaire. On le sait, c'est pour notre santé, c'est tout simplement pour éviter que le soleil nous brûle. Or, la crème solaire a beau être la plus efficace du monde, si vous ne la mettez pas, si vous n'avez pas le bon réflexe de mettre la crème solaire, elle ne vous protégera pas. Eh bien, c'est pareil en cybersécurité. Vous pourrez avoir les équipements les plus grands du monde, les plus performants du monde. Si vous n'avez pas les bons réflexes, derrière, ça va poser problème. Et comment on fait pour justement un peu savoir tout ça? Ça va être comprendre les risques auxquels on est exposé. Comme je l'ai dit, et je vais un peu garder cette comparaison parce elle est vraiment pas mal. Quand on parle de s'exposer au soleil au niveau de la plage, de mettre la crème solaire, etc., il faut être conscient d'abord que le soleil est problématique, de s'exposer au soleil pendant tant de temps, entre guillemets, va être problématique. Et ça, comment on le sait? Tout simplement en faisant ce qu'on appelle une analyse de risque. On analyse le risque qui est face à nous. Et donc, ici, on est vraiment sur cette idée de le risque est composé de plusieurs facteurs. Et c'est un peu ça qu'on va chercher justement, qu'on va chercher à voir et à savoir. Donc, vous avez un risque. Un risque, c'est toujours composé de 3 composants particuliers. Premier qui est la vulnérabilité, le second qui est la menace et le dernier qui est l'impact. Et là, vous avez un exemple que j'espère qui est assez parlant parce que l'analyse de risque, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours dans notre vie sans même nous en rendre compte. Quand vous voulez traverser la rue, vous analysez le risque. Vous regardez à gauche, à droite, vous faites un calcul dans votre tête qui va tout simplement être: est-ce que je peux traverser? Est-ce que je ne peux pas traverser? Et c'est tout là que ça va se jouer. L'idée est vraiment donc de savoir est-ce que vous pouvez prendre le risque, est-ce que vous ne pouvez pas prendre le risque. Si par exemple, je suis sur une route de campagne où les voitures sont limitées à 30 km/h, je peux traverser sans regarder, sans faire attention, peut-être juste en écoutant qu'il n'y a pas un bruit de moteur au lointain, là, il n'y a pas de souci. Par contre, si jamais, après, j'essaye de traverser l'autoroute, ce ne sera pas le même problème. Pourquoi? Parce que les voitures vont beaucoup plus vite, c'est-à-dire que la menace est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus probable, tandis que l'impact sera beaucoup plus fort. Si on parle d'une route de 30 km/h à une autoroute, forcément, on se doute très bien que l'impact est beaucoup plus grand.
Et donc, c'est tout là l'enjeu de la discussion en cybersécurité. C'est-à-dire qu'on a des risques. Ces risques vont être principalement une menace qu'on ne pourra pas toucher, hein, puisque la menace, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Donc, la menace, c'est quelque chose qui est là, qui est présent. L'impact qu'on peut difficilement y faire quelque chose, hein, parce que on est bien d'accord que oui, on pourrait tenter de réduire l'impact. Néanmoins, réduire l'impact, vous aurez quand même un impact qui sera présent. Comme je le dis toujours, hein, si jamais on tente de vous cambrioler, l'impact, c'est la perte de biens. Vous pouvez très bien avoir une maison où vous n'avez pas de biens. C'est pas impossible. Par contre, ce sera quand même une maison un peu triste. Donc voilà, c'est un peu un juste milieu à trouver. Mais surtout, l'endroit où on peut agir le plus, l'élément sur lequel on peut le plus agir, c'est la vulnérabilité. Et c'est là qu'on va devoir jouer. Typiquement, la vulnérabilité, quand vous vous baladez dans la rue, posez-vous la question, est-ce que vous avez des écouteurs anti-bruit? Est-ce que vous avez un casque anti-bruit? Est-ce que vous entendez quand il y a un bruit de moteur qui arrive? Est-ce que vous regardez toujours à gauche, à droite avant de traverser? Est-ce que la route que vous prenez a des travaux? Si oui, est-ce que vous passez ou pas? Est-ce qu'il y a une limitation de vitesse qui est un peu particulière? Est-ce qu'il y a un passage piéton? Est-ce qu'il y a un feu piéton? Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va prendre en compte dans notre vulnérabilité, qu'on va déterminer. Est-ce qu'on a cet équipement ou pas? Si oui, ça augmente la vulnérabilité, sinon ça la diminue, etc. Et enfin, le dernier point par rapport à tout ça, il faut comprendre le risque. Ça, c'est un fait. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle la paranoïa. La paranoïa, je pense que tout le monde le sait, hein, mais c'est cette idée de concrètement, vous cherchez des risques qui sont quasiment illusoires, qui existent, hein, bien sûr, mais qui sont tellement improbables qu'ils n'arriveront pas. Concrètement, ici, si je vous dis, quand vous allez traverser la rue, vous regardez tous à gauche, à droite, vous n'allez pas regarder en l'air, malgré pourtant le fait qu'il peut y avoir des avions qui peuvent vous tomber dessus, il peut y avoir des météorites qui peuvent vous tomber dessus. Oui, ces risques existent. Cependant, ils sont tellement faibles, on les met de côté, on les ignore. Si notre cerveau devait calculer ces risques à tout instant, on s'en sortirait pas et on serait dans un état paranoïaque. La cybersécurité, c'est ça. Concrètement, ce que je viens de vous dire, voilà, c'est la cybersécurité. C'est trouver le bon compromis entre, d'un côté, le risque, l'impact, la vulnérabilité et la menace. C'est ces trois facteurs, vulnérabilité, menace, impact, qui forment le risque au final, que vous allez devoir regarder. Autre chose, et un dernier point qui est très important aussi pour expliquer un peu la paranoïa quelque part, mais aussi qui montre que la cybersécurité, ben, c'est une histoire également qui doit être, heu, enfin c'est, disons que c'est un élément qui doit être introduit dans les entreprises avec parcimonie. Pourquoi? Si l'impact de quelque chose est de 100 euros, c'est-à-dire imaginez, voilà, vous prenez un billet de 100 euros, vous le déposez sur la table et quelqu'un vous le vole, voilà. Ça, c'est un impact de 100 euros, c'est-à-dire vous avez perdu 100 euros à l'impact du risque. Une fois que le risque a eu lieu, vous avez perdu 100 euros. Si vous investissez dans un coffre-fort à 10 000 euros pour protéger ces 100 euros, on sent bien qu'il y a un problème. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne fait pas sens. D'accord? Vous ne devez pas investir 10 000 euros pour protéger 100 euros. Ça, c'est aussi un des principes forts de cybersécurité et c'est toujours aussi ce principe de paranoïa dont je parle depuis tout à l'heure. L'idée, c'est que vous devez prendre en compte tous ces aspects-là quand vous faites de la cybersécurité, quand vous regardez le risque. L'idée, c'est que globalement, et c'est valable pour tout le monde, la menace, elle est très difficile à voir. Elle est quasiment impossible à voir. Tant qu'on n'est pas expert, tant qu'on ne connaît pas, tant qu'on ne travaille pas dans ce domaine, la menace est impossible à voir. L'impact, tout le monde a idée. Si demain je vous dis qu'est-ce qui se passe quand une voiture vous percute, vous aurez tous une idée, probablement différente, probablement pas tout à fait juste, mais vous aurez à peu près la bonne idée. Pareil, si je vous parle de vulnérabilité,
vous vous rendrez également compte du risque qu'il y a derrière. Vous vous direz, tiens, là, je prends quand même un risque. Je le sais au fond de moi. Est-ce que ça valait le coup ou pas, c'est autre chose, mais là, j'ai pris un risque et je le sais. Quand vous mettez vos écouteurs anti-bruit dans la rue, vous savez qu'il y a un risque derrière. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas le faire. Vous allez mesurer le risque, justement, et on revient toujours à cette histoire de mesurer le risque. Voilà. Si vous avez déjà compris cette notion que j'ai voulu essayer de rendre le plus simple possible, vous avez compris déjà le principe. Et moi, ce que je peux vous apporter pendant les 40 petites minutes qui nous restent, c'est la menace. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Moi, je suis là pour ça, pour vous dire la menace, c'est quoi? Alors, je vous invite à tous penser à un mot de passe. On utilise tous des mots de passe, d'accord? Et les mots de passe, c'est des risques qu'on prend. Pourquoi? Parce on les prend généralement pas très bien, ces risques. On l'emploie de façon incorrecte. Donc, prenez un mot de passe que vous voulez tester là tout de suite. Pensez à ce mot de passe. Combien a-t-il de caractères? Est-ce qu'il contient des majuscules, des minuscules, etc. Et ajoutez-vous les points qui sont indiqués ici. Donc, je vais un peu les citer avec vous, comme ça on le fait un peu en même temps. D'accord? Donc, pensez à un mot de passe. Et si votre mot de passe a plus de 12 caractères, ajoutez-vous un point en plus. Si votre mot de passe contient des chiffres, des minuscules et des majuscules, un point. S'il contient des symboles, 2 points. S'il contient pas des mots qui sont visibles, donc lisibles tout simplement, vous avez ici un exemple, mon mot de passe, comme vous voyez, c'est des mots que vous pouvez lire. D'accord? Il y a un 2, ça reste des mots assez simples à comprendre. Ou alors, si votre mot de passe est une phrase complète, c'est-à-dire lisible, mais néanmoins une phrase qui commence avec une majuscule qui finit par un point, dans ce cas-là, vous pouvez vous ajouter 2 points. Si votre mot de passe est changé au moins tous les 2 ans, vous gagnez également 2 points. C'est-à-dire si vous l'avez changé il y a 2 ans, au moins, vous gagnez 2 points. Et enfin, si vous ne l'utilisez qu'une et une seule fois, ce mot de passe auquel vous avez pensé, vous gagnez 2 points. Je suis un peu curieux et dans le chat, n'hésitez pas à poster votre score par rapport à ça. Combien de points vous avez eu? Est-ce que, si vous avez fait le calcul, hein, si vous êtes permis un peu de faire le calcul, combien de points vous avez eu dans le chat? Moi, je suis très curieux. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de honte à avoir 1, 2 ou 3, 4 points. C'est des scores qui sont quand même honorables, je vais le dire comme ça. Il ne faut pas en avoir honte. Certes, si jamais vous changez si jamais voilà, vous avez un score qui semble assez faible, l'idée c'est de changer votre mot de passe assez rapidement. Par contre, plus votre score est élevé, meilleur ce sera. Donc, voilà, vous avez tous des nombres de points. Je vois 4, 8, 5 points. C'est des points qui sont honorables, hein, rassurez-vous. Globalement, bon, à 8 points, là, on est au stade où quand même on est très bon. Donc là, il n'y a pas beaucoup de choses à changer. C'est vrai que par contre, alors 5, 4 points, c'est des scores qui sont pas mal. Dans l'idée, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez tenter de changer votre mot de passe. Pour vous donner une idée, voilà, 4 ou 5 points, j'aurais tendance à changer mon mot de passe tous les 6 mois, quelque chose comme ça. 8 points, je le change tous les 2 ans, hein. C'est un mot de passe qui n'a pas besoin d'être changé régulièrement. Voilà, ça vous donne à peu près une idée et ces critères-là vous donnent une idée de quels sont les critères qui sont utiles pour le mot de passe, typiquement. En restant dans les mots de passe, hein, d'ailleurs, donc ça, c'est juste un exemple que j'ai repris de Hive System et que je vous ai un peu condensé. Mais l'idée, c'est comme vous le voyez ici, vous avez le temps de déchiffrement d'un mot de passe, juste pour qu'on ait une idée, juste pour qu'on sache à quoi ça ressemble. Alors, pour préciser un peu, ces temps pour pirater les mots de passe, voilà, c'est fait avec 20 000 cartes graphiques à 100, d'accord, qui représente quand même une belle somme, hein, on ne va pas se mentir. Par contre, c'est fait avec la méthode la plus stupide pour trouver un mot de passe, qui est la méthode brute force. Donc, c'est-à-dire, si vous avez 4 chiffres à trouver, la méthode brute force, vous faites 0, 0, 0, 0, puis 0, 0, 0, 1, puis 0, 0, 0, 2, et ainsi de suite. En fait, vous tentez les combinaisons une par une, en commençant par la plus basse, puis en finissant par la plus haute.
Voilà, c'est l'idée. Donc, c'est une méthode qui est complètement stupide. Et comme vous le voyez, avec ça, vous avez une évolution voilà, du temps de mot de passe. Donc, si votre mot de passe n'est contenu que de chiffres, mais que vous avez 11 chiffres, sachez qu'il se fera déchiffrer en instantané. D'accord? Là où 15 chiffres, par exemple, on passera sur 3 mois pour le déchiffrer. Un mot de passe avec chiffres, majuscules, minuscules, symboles, on sera plutôt sur déjà 8 caractères, c'est normalement 2 mois, je crois, si j'arrive bien à voir ma ligne. Donc 2 mois, c'est assez long, etc. Donc c'est juste un peu pour vous expliquer et vous exprimer comment votre mot de passe peut se faire pirater. Peut-être que certains vont trouver les couleurs un peu étranges. Alors, le violet, OK, très bien. Le rouge, ça commence déjà un peu à devenir étrange. Pourquoi? Parce que on a cette idée de 1 an, c'est quand même long pour déchiffrer un mot de passe. Pourquoi je devrais m'inquiéter si mon mot de passe fera 1 an pour se faire déchiffrer? Ou alors, pourquoi les zones jaunes, typiquement, qui, bon, indiquent quand même quelque chose qui n'est pas génial, on est quand même sur certains milliards d'années. Donc, on peut vraiment se poser cette question de pourquoi ces chiffres qui sont gros sont-ils inquiétants? Eh bien, 2 raisons à ça. Déjà, premièrement, comme je l'ai expliqué, c'est avec une méthode qui est complètement stupide qu'on fait ça. Donc, dans l'idée, avec une méthode qui est beaucoup plus intelligente, les temps sont beaucoup plus réduits. Deuxième chose, l'évolution de la technologie. Vous n'êtes pas sans le savoir que la technologie évolue à une vitesse folle. Si je vous demande de revenir 4 ans en arrière, 4 ans en arrière, nous n'avions pas de ChatGPT, ou très peu. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des IA qui sont tellement évoluées et qui évoluent tellement vite qu'on commence, enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc, ne vous fiez pas forcément aux couleurs qui sont, enfin, comment dire? Fiez-vous justement aux couleurs qui sont rouge, orange, parce que malgré les temps qui sont indiqués et qui donnent cette impression que mon mot de passe, il est sûr, c'est bon, j'ai pas de problème. En réalité, c'est probablement peu le cas. Et sachez également qu'il arrive de plus en plus maintenant les ordinateurs quantiques. Alors, je ne vais pas faire un speech dessus parce que déjà, ce n'est pas mon domaine de spécialité du tout, mais les ordinateurs quantiques vont permettre des déchiffrements qui sont beaucoup plus efficaces que ceux qu'on a actuellement. Donc voilà, ça, c'est des petits détails qui peuvent un peu vous donner des pistes sur qu'est-ce que vous devez faire. Globalement, d'ailleurs, et ça je ne l'ai pas dit, si vous êtes dans le rouge, changez vos mots de passe tous les mois. Si vous êtes dans l'orange, changez votre mot de passe tous les 3 4 mois. Jaune, vous pouvez vous permettre entre 6 mois et 1 an. Et vert, vous pouvez vous permettre tous les 2 ans, globalement. Voilà, ça vous donne une idée un peu de rythme de changement de mot de passe. Et bien entendu, alors ça, c'est le dernier tableau, si jamais votre mot de passe a déjà fuité, c'est-à-dire que si jamais, malheureusement, il a été pris dans une attaque, d'accord, qu'un service a déjà subi une attaque, dans ce cas-là, malheureusement, vous allez avoir votre mot de passe qui va être déchiffré en instantané. Donc, dès lors que vous apprenez qu'il y a une fuite de données, changez de mot de passe. Voilà, ça c'est le réflexe numéro un. Alors, avec ce que je viens un peu d'expliquer, et peut-être que vous l'avez senti quelque part, hein, le facteur humain, l'être humain, est le point faible de la cybersécurité. Je l'ai dit un peu tout à l'heure. L'idée, c'est que en tant qu'humain, malheureusement, on a beau avoir les machines les plus sophistiquées pour nous protéger, on a beau avoir les meilleures protections du monde, tant que nous, humains, on a nos faiblesses, on s'en sortira pas. Et des faiblesses, on en a. Vous avez un exemple simple, hein, souvent on peut citer les 7 péchés capitaux, typiquement, qui ont tendance à être un peu comme ça. On peut aussi citer, voilà, là vous avez une liste, hein, curiosité, appât du gain, paresse, libido, peur, pitié, etc. Car oui, et ça, c'est triste à dire, mais même la curiosité, qui est pourtant une qualité, hein, ou même la gentillesse, qui est également une qualité, malheureusement, c'est un problème. C'est un maillon faible de l'humain. C'est ce qui nous rend sensibles aux attaques. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux que vous compreniez. D'accord?
On a tous connu et on connaît tous les spams ou le phishing. CMO qui nous parlent, bien entendu, on reçoit tous des mails dont on n'a pas envie d'entendre parler. Eh bien, les premières personnes, d'accord, qui sont tombées sur, je prends un phishing traditionnel, hein, mais voilà, vous devez le connaître, ce prince nigérien qui vous offre gracieusement 2000 euros sur votre compte bancaire. Voilà, on le connaît tous, celui-là. Eh bien, typiquement, ça va jouer sur soit la gentillesse des gens, soit la pitié des gens, soit sur l'appât du gain des gens. Et c'est en ça que c'est intelligent, d'accord, ce phishing quand il est sorti. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça, nous, on n'y croit plus. Et oui, c'est bien normal. Mais le problème, c'est que les nouvelles techniques qui sortent de spam et de phishing, vous allez y croire parce que c'est beaucoup plus dur, ne serait-ce que de s'en rendre compte. Et voilà, donc typiquement, ça, c'est un spam, un phishing que j'ai reçu, il y a un moment. Et donc, il y a un peu la question de maintenant, imaginons, je me retrouve devant un phishing. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais pour éviter un phishing? Le premier réflexe et le réflexe numéro un, lisez le mail, essayez de le comprendre. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous veut, ce mail? Donc là, on va voir ces postes qui nous parlent qu'on doit payer des frais de livraison pour une date de livraison estimée le lundi 14 novembre 2022. Je dois cliquer sur un lien pour payer, etc. Tout ça, c'est des choses qui doivent déjà mettre un peu vos sens en alerte. Déjà, première chose, on voit que j'ai reçu le message le 13 novembre 2022 à 3h48. Alors, on pourrait se dire, certes, c'est automatisé, mais 3h48, je ne suis pas sûr que la Poste, ou en tout cas que Poste va m'envoyer euh, un message pour me signifier quelque chose. Donc déjà, on peut se poser cette première question. Deuxième question, en effet, il y a cette histoire de petit paiement, surtout qui doit être fait aujourd'hui, le 13 novembre, pour le lundi 14 novembre. Donc, il y a une notion de pression. On vous met de la pression. D'accord? Quand vous lisez ce mail, on vous met la pression. En plus, si vous avez l'œil, vous aurez peut-être remarqué que le logo a l'air déformé, le logo de Poste. Donc, typiquement, on a déjà quelque chose. Dernière chose, moi, je vois en bas, les Luxembourgeois nous font confiance chaque jour avec leurs renseignements personnels. Tout ça, c'est des lignes qui sont dites justificatives, c'est-à-dire c'est une façon de faire pour donner du crédit au mail, vous donner l'impression qu'il est réel, qu'il est vrai, et que si les Luxembourgeois nous font confiance, c'est quand même que vous pouvez nous faire confiance. Et donc là, voilà, vous avez ce côté-là. Vous avez, c'est comme, et malheureusement, hein, la publicité utilise beaucoup aussi ces mêmes principes, mais quand vous avez, vous savez, ces équipements ou alors ces produits qui vous disent tous 99% des utilisateurs l'ont aimé. Voilà, bon, bah ça, c'est typiquement une genre de justification qui est là pour vous faire croire que c'est réel, d'accord, que c'est vrai. Après, indépendamment ou pas des études, comment les études ont été faites, ça, c'est d'autres questions. Mais bon, voilà. C'est juste pour vous dire que tout ça, c'est des lignes qui sont justifiées. Bah, vous voyez, moi, ces 4 points, déjà, elles mettent des petites alarmes dans ma tête. Et ces petites alarmes, quand elles sonnent, bah, moi, je me dis, tiens, ça doit être un phishing. Ça doit être quelque chose que je ne dois pas croire ou je ne dois pas cliquer. Et si on commence à se poser un peu la question et qu'on commence à enquêter proprement parler, si on clique par exemple sur Post Luxembourg, ici en haut, je peux voir l'adresse mail et on voit que l'adresse mail, c'est postgroupapp.com. Bon, postgroupapp, je ne suis pas un professionnel de poste, mais néanmoins, je pense et j'espère qu'ils aient au moins des adresses post.lu. Donc, c'est que ce message doit être faux. Voilà, c'est un peu le genre de questions qu'on va finir par se poser. Et on peut également examiner le lien vers lequel il nous emmène et on voit que c'est un TinyURL. TinyURL, c'est un service pour raccourcir d'accord, les URL que vous avez, mais ce qu'on peut facilement deviner, c'est qu'ici, c'est une obfuscation du lien. L'idée, c'est de cacher le lien pour que vous ne puissiez pas voir ce qu'il y a derrière. Et donc voilà les techniques qui sont utilisées contre vous pour essayer de vous faire croire à quelque chose. Et encore une fois, la meilleure façon de procéder, ayez des petites alarmes dans votre tête qui vont se lever ou pas en fonction du mail que vous avez.
Alors très rapidement, phishing, spam phishing, spear phishing, c'est souvent des mots qu'on entend parler. Je vais les définir une bonne fois pour toutes par rapport à ça. Spam, c'est une publicité non voulue, d'accord? C'est une publicité que vous avez, que vous n'avez pas sollicitée à aucun instant, mais vous recevez quand même la publicité. Ça, c'est un spam. Un phishing, c'est un mail qui vous veut du mal. C'est quelque chose qui généralement veut vous faire cliquer sur un lien ou vous faire ouvrir une pièce jointe, voire vous demander quelque chose par téléphone, etc., etc. Mais globalement, voilà, l'idée du phishing ou du phishing par téléphone, c'est que c'est pas quelque chose de ciblé. Généralement, c'est un peu vous balancez une bouteille à la mer et vous attendez que quelqu'un mord, que quelqu'un attrape cette bouteille, tout simplement. L'idée, c'est que c'est pas vous personnellement qui allez être ciblé, même si je ne vous connais pas personnellement, mais c'est pas, de façon globale vous qui allez être ciblé, c'est plutôt les personnes qui vont avoir du mal avec l'outil informatique. Ça va être les plus jeunes ou les plus seniors qui vont être visités, qui vont être ciblés, pardon. Par contre, la deuxième grande partie, ça va être ce qu'on appelle le spear phishing. Là, on parle de pêche à la lance. C'est-à-dire que là, la personne qui vous veut du mal va vous regarder, elle va vous observer, elle va vraiment vérifier quels sont vos comportements, comment vous êtes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous publiez. Elle va essayer vraiment d'enquêter sur vous, d'accord? Et l'idée, c'est que une fois l'enquête, heu, qui sera faite, elle va peut-être s'impersoner en tant que quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être par exemple, voilà, je suis votre banquier ou je suis le remplaçant de votre banquier et j'ai vu qu'il y avait un mouvement suspect sur votre compte. Pouvez-vous vérifier? Point d'interrogation, en vous mettant un lien vers un site qui ressemble beaucoup à votre banque, qui ne sera pas celui de votre banque, mais si vous ne regardez pas la petite adresse qui est en haut sur votre ordinateur, et ben, vous ne le saurez pas, vous n'aurez pas vérifié. Donc voilà, ça c'est un spear phishing, d'accord? C'est un phishing qui est beaucoup plus ciblé. Là, c'est vous qu'on veut. Et ne vous dites pas: «Moi, on ne me visera pas». C'est pas vrai. On a tous des raisons d'être visés d'une façon ou d'une autre. On a tous, quelque part, un levier sur lequel agir. Que ce soit directement, c'est-à-dire vous possédez une entreprise, bah là, oui, on va peut-être essayer de vous arnaquer, de vous avoir parce que vous contrôlez l'entreprise. Mais aussi, vous pouvez vous dire: «Mais moi, je ne suis qu'un petit employé d'une petite entreprise». Dans ce cas-là, c'est pareil. Si les personnes visent une entreprise, heu, ce qu'elles vont faire tout simplement, c'est viser les maillons faibles de ces entreprises, c'est-à-dire les humains. C'est vous, c'est les employés qui vont être visés. Et enfin, dernière chose, si vous vous dites: «Non mais moi, je travaille même pas, je suis, voilà, je suis dans un autre domaine où je travaille pas encore, où j'ai pas de levier». Si vous avez des leviers, pourquoi? Parce que vous connaissez certainement quelqu'un qui travaille. Vous connaissez quelqu'un qui a sûrement un levier et quel est le moyen d'agir sur quelqu'un qui a l'air inaccessible? C'est s'attaquer à ses proches. C'est triste, hein, ce que je dis et c'est un triste constat, mais c'est une réalité malheureusement qu'on ne peut pas éviter. Si aujourd'hui, en tant que pirate informatique, et je suis désolé, ça va choquer des personnes ce que je vais dire sûrement, mais si aujourd'hui, en tant que pirate informatique, je veux vous cibler vous ou je veux cibler l'entreprise dans laquelle vous travaillez, le meilleur moyen, le plus simple que j'ai, c'est soit de cibler vos enfants ou de cibler vos parents. Voilà, que ce soit dit et fait. Et je suis désolé, hein, je ne veux pas que vous repartiez d'ici triste, mais c'est une triste réalité. Alors, il existe des tas de façons un peu aussi d'avoir des personnes autres que le phishing, mais très souvent ce qui est utilisé, et je l'ai un peu expliqué, mais ça va être aussi des techniques de psychologie. Il existe typiquement une attaque qui s'appelle la fraude au président. La fraude au président, c'est se faire passer pour le président d'une entreprise. Alors là, on parle des entreprises qui sont très, très verticales, hein, où vous ne connaissez pas le grand, grand patron. Et voilà, c'est un peu cette idée de, bah, je me fais impersoner comme lui,
je suis votre patron, je veux que vous transfériez tant d'argent sur tel compte, c'est très urgent, je compte sur vous. Eh bien, ça, ce que je viens de décrire, c'est une fraude au président. Sachez que la fraude au président a permis de gagner à leurs arnaqueurs. Et alors là, je date d'une étude que j'ai faite personnellement en 2018, mais on parle quand même de plus de 21 millions d'euros qui ont été gagnés par deux personnes suite à ça. D'accord? Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. On s'imagine toujours, et ça, malheureusement, c'est un des gros problèmes qu'on a en cybersécurité. Toujours, peu importe qui, on s'imagine toujours, je ne suis pas concerné. Si, vous êtes concerné. Tout le monde est concerné. On doit se sortir de la tête que non, on n'est pas concerné. On l'est. Ça, c'est un fait. Cette phrase sort souvent des experts en cybersécurité, mais globalement, l'idée n'est pas de savoir si vous allez vous faire pirater, c'est de savoir quand vous vous ferez pirater. Parce qu'on le sait, vous vivrez au moins un piratage dans votre vie. Bref, pour revenir un peu sur les techniques, donc il y a des techniques en effet psychologiques qui existent et je ne vais pas aller dans les grands détails et je vous invite vraiment à aller regarder un peu et vous renseigner si ça vous intéresse. C'est quelque chose de très très intéressant et moi ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais vous avez typiquement le pied dans la porte au nez, l'effet de rareté, le low ball, la technique du leurre, le conformisme, le hit parade. Pour citer par exemple le conformisme, quand vous allez choisir un restaurant aujourd'hui, vous regardez tous les avis Google ou alors les avis TrustAdvisor ou autre, peu importe. L'idée, c'est que vous allez regarder les avis d'autres personnes, d'autres clients comme vous. Et c'est ça qui va déterminer est-ce que j'ai bien envie d'aller dans ce restaurant ou pas. Ça, c'est un effet de conformisme. C'est-à-dire que peu importe si je vous mets un service en disant, voilà, ces utilisateurs-là nous ont mis 5 étoiles, ou que je mets des citations en disant, c'est le meilleur service que j'ai jamais eu. Voilà, tout d'un coup, vous allez commencer à y croire. Et ce que je dis vous paraît bizarre, mais rappelez-vous, 99% des utilisateurs aiment ma présentation. Voilà, typiquement, c'est ce genre de choses qu'on a tendance à dire. Euh, enfin, vous avez la porte-au-nez, et là, vous avez un exemple de porte-au-nez. Ça, ce que vous voyez, cette histoire de télévision, là, à 900 euros, puis à 700 euros, et encore, je dis 700, 800, mais enfin, voilà, les prix sont légèrement différents. Et 100 euros remboursés, voilà, c'est cette idée-là aussi qui va être utilisée contre vous. Et ça, c'est des techniques de manipulation qui sont connues. D'accord? Et j'utilise manipulation, je l'utilise à bon escient ici. L'idée, c'est vraiment, c'est de la manipulation. Et donc, l'idée, voilà, c'est tout simplement de pouvoir vous manipuler. Alors, je vais continuer à enchaîner un peu sur différents exemples, hein, mais ça, c'est des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours. Des personnes qui ne verrouillent pas leur machine, alors que pourtant elles sont en réunion, d'accord, et elles sont en pause, donc c'est-à-dire que n'importe qui peut regarder la machine. Ou alors des personnes qui sont dans le train et qui consultent leur mail. Combien de personnes, si vous prenez le train, l'avion, tous ces transports en commun, combien de personnes ont leur laptop ouvert avec leur messagerie ouverte et vous qui pouvez à côté lire les messages. C'est quelque chose de très simple, de très facile à faire. Donc ça, c'est des choses qui sont très courantes. Dans le même genre, on a ici, alors, voilà, c'est ça. J'ai inversé les deux slides, c'est pas grave. Ici, vous avez l'exemple d'une photographie qui a été prise et qui a été mise en direct sur Facebook. Donc, vous voyez ici qu'il y a plusieurs choses, plusieurs problèmes. Déjà, un, vous avez accès au code Wi-Fi qui est sur le tableau si vous ne l'aviez pas vu. Et deuxièmement, vous avez accès au compte-rendu de la réunion de la personne sur son ordinateur qui est juste en premier plan. Et ça, c'est quelque chose qui peut être typiquement utilisé contre vous. Et d'ailleurs, on voit qu'on peut aussi utiliser les ordinateurs pour reconnaître le texte si jamais on n'a pas réussi à le voir. Et donc ici, vous pouvez voir, en effet, le mot de passe, c'est Huawei Guest Password Security 1, 2, 3. Donc voilà, ça c'est un peu le genre de piège dans lesquels on peut facilement tomber. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, je parlais d'évolution technologique, on a l'IA. Donc l'IA, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Et
hier, ce que j'ai fait, hein, et je l'ai vraiment fait hier, donc voilà, j'ai rempli un peu cette partie-là pour vous. J'ai posé hier la question à ChatGPT en demandant, donc comme vous pouvez le lire, hein, c'est la petite question que j'ai mis en vert. Je lui ai demandé: «Peux-tu me donner, en citant tes propres conditions d'utilisation si nécessaire, comment sont traitées les données que je t'envoie et comment elles sont réutilisées? Est-ce que tu es compliant à la GDPR? Dois-je anonymiser ou pseudonymiser les données?» Et là, ChatGPT nous répond qu'en effet, les données envoyées sont utilisées pour générer la réponse demandée, mais qu'elles peuvent aussi servir à améliorer le service et à assurer la sécurité. Sous-entendu, parce que cette phrase est très vague, hein, et c'est très volontaire de leur part, ici, comme vous le voyez, hein, on a ChatGPT qui nous dit oui, on peut utiliser ces données sans vous en demander la permission. Quand vous mettez des données sur ChatGPT ou sur n'importe quelle IA, posez-vous la question de: est-ce que vous voulez que ces données y soient vraiment? Est-ce que vous voulez que ces données y figurent? Ça, c'est des vraies questions que vous devez vous poser. Et bien entendu, donc voilà, après, vous avez cette histoire de RGPD, etc. De plus, alors, petit point et petite précision, ChatGPT ne cherche pas la vérité. ChatGPT cherche à vous répondre, à vous satisfaire. C'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que ChatGPT n'hésitera pas à modifier la vérité ou à changer la vérité si ça peut vous faire plaisir. Pensez-y également. Dernière chose, en effet, je parle d'anonymisation ou pseudonymisation. Toujours, quand vous utilisez des données confidentielles, pensez au moins à les anonymiser ou alors à faire en sorte qu'elles ne soient pas reliables à un contexte. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Également, les IA sont utilisées d'un côté par nous, les utilisateurs, mais elles sont également utilisées par les pirates informatiques. Et là, je vous donne juste un simple exemple. Alors, j'ai manipulé un peu l'IA avant pour arriver à un tel résultat. Si vous essayez de taper la même demande que moi, ChatGPT vous expliquera que c'est pas possible, qu'il ne pourra pas vous donner un code d'un logiciel pour chiffrer les données. Moi, par contre, ce que j'ai fait, j'ai manipulé un peu l'IA de telle sorte à arriver à lui faire générer un code de virus pour chiffrer les données. C'est quelque chose de très simple, hein, d'accord, et que beaucoup d'experts en informatique connaissent. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous devez être conscient et que vous devez avoir en tête. Un autre point très important en termes de cybersécurité, c'est tout ce qui va être mobilité. Donc, on doit tous voyager. J'ai déjà parlé un peu du train, de l'avion, etc. Mais faites très attention à où est votre matériel et qu'est-ce qu'il advient de votre matériel. Globalement, votre laptop, ayez-le toujours sur vous. Peu importe la situation, peu importe le cas, gardez-le sur vous. Pareil pour votre téléphone portable, ne laissez pas votre téléphone portable dans un endroit où vous pouvez le perdre, surtout vu toutes les informations qu'il contient et surtout si vous ne le verrouillez pas. Bien entendu, tout ce qui est clé USB, ça c'est une clé USB, hop, clé USB, faites très attention à ces dernières. Vous allez mettre des données sur les clés USB, des données qui sont parfois confidentielles. Qu'est-ce que vous en faites après? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Et dans 2 ans, cette clé USB, qu'est-ce qu'elle devient? Et dans 5 ans? Et dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle devient? Posez-vous la question. Nous, et je m'en souviens, hein, c'est une vraie anecdote là que je vais vous raconter, mais avec un collègue, on a dû se transmettre des documents par clé USB. Ce qu'on a fait, alors c'est pas bien pour l'environnement, mais ce qu'on a fait, on a cassé la clé USB en 2 pour s'assurer que personne ne pouvait l'utiliser derrière. Parce que, nous ne voulions pas que la clé USB soit réutilisable par après, au vu des informations confidentielles qu'elle contenait. C'est un cas extrême, mais c'est quelque chose qui est plausible et faisable. Bien entendu, faites toujours attention quand vous parlez publiquement, à qui vous parlez, quelles sont les données que vous avez le droit de divulguer, les données que vous n'avez pas le droit de divulguer. Et posez-vous la question avant de vous connecter à un Wi-Fi. Est-ce que le Wi-Fi public auquel je me connecte, c'est vraiment le Wi-Fi public qui est donné par l'hôtel, par la gare, par le restaurant?
Posez-vous cette question. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est un utilisateur qui a fait un partage de connexion sur son téléphone tout en renommant son réseau Wi-Fi Wi-Fi de l'hôtel? Posez-vous cette question et demandez-vous est-ce que ça vaut le risque ou pas. Bon, très rapidement, le dark web. Alors, vous avez plusieurs webs qui existent. Vous avez le deep web, le dark web. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, le dark web, c'est un web que vous pouvez difficilement accéder, tandis que le deep web, pardon, c'est ça, et le dark web, c'est un web dans lequel vous pouvez accéder de façon anonyme à l'aide du browser Tor. Et voilà, je ne vais pas en parler plus que ça. L'idée étant que sur le dark web, on trouve beaucoup de choses. J'ai pas tout noté, j'ai pas tout nommé, mais il y a énormément de choses sur le marché noir qu'on peut trouver. Surtout, ce qui est intéressant ici et ce que je veux montrer, c'est qu'on peut trouver des cartes bancaires, typiquement des cartes volées. Et ces cartes volées se revendent sur le dark web. Donc, typiquement, ça, c'est ce genre de choses qu'on peut trouver. Et comment on obtient ces cartes bancaires? Eh bien, tout simplement avec des dispositifs dont vous avez l'habitude d'utiliser, d'accord? Des dispositifs que je suis certain vous avez déjà vus, les TPE ou les distributeurs de billets, les fameux DAB. Si jamais je ne sais pas si vous voyez le truc vert sur le site qui est tout à droite, mais il y a une espèce d'appareil vert. Cet appareil vert, c'est en fait tout simplement ce qui permet globalement de lire les cartes des utilisateurs et qui se met sur l'emplacement vert que vous voyez, le lecteur de cartes. D'accord? N'hésitez pas, si jamais un jour vous devez tirer au DAB de l'argent, à bouger légèrement du doigt le lecteur de cartes, juste pour vérifier qu'il n'a pas été modifié. Si jamais il bouge de façon très suspecte, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas y être. Et typiquement, ça, c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas, qu'on ne pense pas à faire. Typiquement, pareil, ne pas payer à une TPE auquel vous n'avez pas confiance, parce qu'elle peut juste prendre vos données de carte. Et pareil, faites très attention à tout ce qui est paiement sans contact. Vous avez quasiment tous des cartes avec des paiements sans contact. Cartes qui sont dans votre portefeuille qui est peut-être tout simplement dans la poche de votre pantalon. Si c'est le cas, demandez-vous à quel point il serait facile pour quelqu'un de passer avec un appareil qui a un mode sans contact activé dans un train au niveau des poches arrière de tout le monde et récupérer ainsi 30 € par 30 € par toute personne qui n'aurait pas protégé leur carte. Vous avez des petites pochettes dans lesquelles vous pouvez mettre vos cartes et qui sont des cages de Faraday, c'est-à-dire qui empêchent toute onde de passer. Et c'est un peu tout l'idée. Et vous avez également des cartes sur lesquelles vous pouvez demander de désactiver le paiement sans fil, sans contact, pardon, si jamais il y a besoin. Donc voilà, ça, c'est des choses à prendre en compte. Également, il y a tout ce qui est l'internet des objets. L'internet des objets qui est très, très important. On est de plus en plus connectés, on en a de plus en plus. Tout est vulnérable dans les objets connectés, souvent parce qu'on ne change pas les mots de passe, parce qu'on garde le même mot de passe. Concrètement, là, vous voyez, vous avez un exemple de pacemaker qui a été vulnérable. Une chercheuse en cybersécurité, Marimo, a réussi à pirater son propre pacemaker. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut également être conscient, savoir expliquer des fois à son médecin que bah, là, c'est quand même vos données personnelles et privées et vous voudriez qu'elles soient bien protégées et que vous pouvez trouver une solution ensemble. C'est par la coopération qu'on avance. Mais voilà, c'est des points à connaître. Et je parle de pacemaker, hein, mais c'est valable pour tout ce qui est Internet des objets. Internet des objets, si vous ne savez pas si jamais, c'est tout ce qui est objets connectés, des objets que vous allez connecter à Internet. Par exemple, vous avez des jouets connectés. Pareil, est-ce que vous avez besoin de ce jouet connecté? Est-ce que vous avez besoin de ce jouet qui se connecte à Internet? Parce que le jouet n'a pas forcément la même protection que votre ordinateur. Et ça, c'est quelque chose, vous le sentez bien, j'imagine. Hein. C'est quelque chose qu'on se représente bien. Mais ce n'est pas quelque chose auquel on pense foncièrement. Quand on connecte un objet sur notre Internet, sur notre maison, on se dit c'est génial, je peux y accéder d'Internet. Quand on a un interphone chez soi
auxquels on peut accéder avec son téléphone, même de son travail. C'est génial, hein, c'est d'une praticité énorme. Par contre, dans les faits, si vous pouvez y accéder et que vous l'avez mal protégé, bah, peut-être que d'autres personnes peuvent y accéder. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Globalement aussi, surveiller ces animaux de compagnie, surveiller ces bébés, voilà, c'est des petites solutions qui sont proposées. Sachez qu'il y en a beaucoup qui surveillent également leurs adultes de compagnie avec ça. Tout simplement en glissant dans la poche d'une veste ce genre d'objet. Est-ce que vous pensez des fois à fouiller ou à vérifier les doublures de votre manteau, de vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a glissé quelque chose dedans? Voilà, ça, c'est aussi des points qu'on ne prend pas en compte. Les caméras de surveillance. Alors, caméras de surveillance, toujours changer les mots de passe. Quand vous prenez n'importe quel équipement, hein, d'ailleurs, quand on vous donne un mot de passe, quand ce n'est pas vous qui avez décidé du mot de passe, changez le mot de passe. Par pitié, faites-le. Regardez, on trouve sur Amazon, dans la description du produit, donc ça ne prend même pas 2 minutes à regarder, le mot de passe de défaut de la caméra ici. Et c'est quelque chose qui est courant, qui est sans arrêt là. Globalement, et je passe un peu aux bonnes pratiques et après je vais répondre aux questions parce que j'ai vu qu'il y avait au moins une question. Heu, En ce qui concerne les bonnes pratiques, bah, quoique vous me direz la réponse à la question se trouve juste dans cette slide, donc c'est peut-être pas plus mal. Mais donc, au niveau des bonnes pratiques, il va falloir distribuer les informations confidentielles avec parcimonie. Que ce soit par rapport aux autres individus, que ce soit par rapport aux moyens de stockage que vous avez, tout ce qui est téléphone, les clés USB, les ordinateurs, tout ce qui stocke la donnée, il va falloir réfléchir. Est-ce que ça a un intérêt d'être dessus? Est-ce que ça n'a pas d'intérêt? Si ça n'a pas d'intérêt, ne le faites pas. C'est vous poser des problèmes pour rien. Plus vous faites des copies de quelque chose, plus ce quelque chose aura de chances d'être public. On est bien d'accord qu'une feuille de papier qui existe en exemplaire unique a beaucoup moins de chances de se retrouver à droite à gauche qu'une feuille dans laquelle vous faites 10 copies de cette feuille. Eh bien, c'est pareil pour vos informations. Plus vous allez les mettre quelque part, plus vous ferez de copies de ces informations, plus vous aurez de chances de les retrouver divulguées. Et c'est pareil sur les serveurs ou les moyens de diffusion. Est-ce que vous avez besoin d'indiquer sur vos réseaux sociaux que vous êtes parti en voyage en Grèce? À qui ça va servir de le savoir? Et est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de les prévenir qui n'est peut-être pas public? Pourquoi? Parce que une personne, comme un cambrioleur qui passe sur votre réseau à ce moment-là, votre réseau social et qui voit que vous êtes en vacances, il va être très content de le savoir. Parce que lui, il se dira: «Bah, il n'y a plus personne dans la maison, donc je peux rentrer». Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Protégez tous les messages confidentiels avant de les envoyer. Et quand je dis protéger, c'est mettez des mots de passe devant. C'est ça qui va vous aider. Disposer des mots de passe complexes et changeants. Et oui, également, utiliser des gestionnaires de mots de passe. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose même qui est quasiment indispensable aujourd'hui, tellement il y a de services. Et également, et je l'ai vu en effet dans les questions, et c'est une très bonne remarque et une très bonne addition, d'utiliser tout ce qui est second factor authentication ou multiple factor authentication, les 2FA ou les MFA. C'est globalement des petits systèmes, des petits tokens qui vous permettent d'avoir un second mot de passe. C'est également, ça existe également sur téléphone. Pour revenir juste un point sur les gestionnaires de mots de passe, et ça c'est un point important à comprendre, utilisez un gestionnaire de mots de passe spécialisé dans la gestion des mots de passe et n'utilisez pas un gestionnaire de mots de passe qui est complètement, dont ce n'est pas le métier principal. Autre chose, tous les visiteurs, accompagnez-les, toujours. Prendre toujours le temps de réfléchir avant d'agir. Ça, c'est indispensable. Si vous pensez que vous êtes sous pression, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, arrêtez-vous et posez-vous les questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Est-ce que je dois vraiment donner à une personne comment dire, de donner à une personne cette information ou pas? Communiquer avec d'autres personnes, internes ou externes, toujours plus dans 2 cerveaux que dans un seul. Évitez de vous connecter aux réseaux inconnus, ça je l'ai déjà dit. Changer les accès par défaut, je l'ai dit également. Et globalement, toujours adapter
votre comportement, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, et surtout, dès lors que vous pensez qu'il y a un problème, signalez. Et voilà, c'est bon pour moi. J'ai pris tout pile le temps, je crois. Merci beaucoup, Benjamin. Très intéressant, tous les conseils, toutes les expériences. C'est un sujet très important aujourd'hui. Donc, oui, on passe à la session de questions. J'en ai profité pour répondre normalement aux 2 premières questions, C'est vrai. si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup, bien joué. Je les ai glissés dans la formation quand j'ai pu. Mais oui, voilà, c'est des points très importants en effet qui ont été mentionnés et pour les mots de passe, en effet, un gestionnaire de mots de passe, c'est très bon, il faut utiliser, surtout s'il est spécialisé dans le domaine et des seconds facteurs d'authentification dans la mesure du possible. Ça, c'est indispensable. Merci. Alors, je lis quelques messages. Il y a Dibril qui nous dit Bonjour Santiago, je développe une solution de plateforme, Chatbot Aurus, et je souhaiterais avoir un rendez-vous avec vous ou la personne adaptée pour évaluer les risques ou les améliorations possibles. Je suis joignable au contact. Merci. Merci beaucoup, Dibril. Ça a l'air très intéressant et je vais communiquer ça à mes collègues de Business Relations. Comme ça, vous pouvez échanger et voir quelle est la personne la plus pertinente pour parler de ce sujet. Et on a aussi Morgan Moskowitz. Je suis Morgan Moskowitz et je travaille pour les courtiers en assurance Alia, spécialisé en risque d'entreprise. J'accompagne les entreprises dans la mise en place de solutions d'assurance cyber adaptées à leur activité avec des conditions solides et tarifs compétitifs. Je serai ravi d'échanger avec vous à ce sujet. Merci beaucoup aussi, Morgan. Je vais également transmettre vos coordonnées à mes collègues de Business Relations. Et pour les questions, je pense que oui, comme vous dites, non, Benjamin, vous avez déjà répondu non, à 2 points. J'ai profité de mon temps de parole pour Non, c'est bien, c'est parfait. Donc, si je ne me trompe pas, c'est tout. Merci beaucoup, Benjamin. Très enrichissante. Un grand plaisir. Merci à vous pour l'occasion, de pouvoir un peu partager la bonne parole et merci à tous et toutes, d'avoir été, très attentifs et d'avoir répondu à ma petite question sur les mots de passe. Je suis ravi de voir qu'il y a eu de la participation. Très intéressant comme exercice et très utile pour Merci. tout le monde. Merci et merci à tous les participants. Je laisse cette QR code, comme ça vous pouvez être au courant des prochains DIH Talks et de tous les événements qu'on a dans les DIH. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci, bonne journée.